Bonjour Arthur Nazaré. Bonjour. Bienvenue dans le 64 minutes. Alors vous êtes journaliste politique au Journal du Dimanche et vous publiez donc la première histoire de l'écologie politique en France de René Dumont à Nicolas Hulot. C'est aux éditions Latengo. Et vous le rappelez d'ailleurs au début du livre, personne avant vous n'avait eu l'idée d'écrire une histoire de l'écologie en France. Oui, alors il y a eu divers livres d'acteurs de l'écologie politique qui ont pu raconter leur biographie. Il y a eu des livres ou des essais de sociologues, mais c'est vrai que cette histoire, elle n'a jamais été écrite et c'est une véritable saga parce que ce sont des acteurs qui sont particulièrement atypiques et c'est aussi la première fois qu'on raconte cette histoire d'une idéologie nouvelle. Il y a eu le libéralisme et le marxisme qui sont des idéologies du 19e siècle qui ont pu trouver un aboutissement, en tout cas un développement au 20e siècle. Et puis là, il y a cette histoire, c'est 50 ans, c'est la genèse de l'écologie politique française. Vous venez de prononcer le mot idéologie. Pour vous, l'écologie, c'est une idéologie comme le communisme ou le socialisme? Oui, pour moi, c'est pas un gros mot, hein, le mot idéologie, mais alors c'est vrai que par rapport à d'autres qui ont leurs grands penseurs, leurs penseurs tutélaires, on peut penser à Adam Smith pour le libéralisme ou à Karl Marx pour le communisme, l'écologie, c'est quelque chose qui s'est fait en marchant, c'est un peu un arbre sans racines, et au fur et à mesure, ils ont un peu trouvé leurs penseurs, et au début, ils savaient, ils le vivaient comme une complexité, ils savaient qu'ils n'avaient pas un corpus défini, et ils se sont vraiment fait, l'idéologie écolo s'est fait à tâtons. Ouais. Est-ce qu'on peut dater le début de l'écologie politique en France? On dit souvent que c'est 74, donc c'est la première candidature d'un écologiste à la présidentielle, c'est René Dumont, 74? Oui, tout à fait. Alors, comme chaque date, c'est un peu arbitraire, mais c'est vrai que 74, c'est la première fois qu'un écologiste est candidat à l'élection présidentielle, suite à la mort de Georges Pompidou. Il y a quelques petits signaux, évidemment. Avant, il y a certains penseurs, enfin certains scientifiques, comme Alexandre Grothendieck, qui ont pu tirer la sonnette d'alarme. Il y a le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance. 70. Donc 72, je crois, mais dans ces années-là. Et puis, il y a Pompidou qui met en place, avec Robert Poujade, le Premier ministre de l'écologie en 71. Alors, René Dumont, il va réaliser, je crois, 1,32% des voix. C'est pas beaucoup. C'est très peu, c'est vraiment très peu, mais on le voit, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais avec son pull rouge, avec sa grande crinière blanche. On va le revoir, voilà. Avec sa grande crinière blanche, avec ses mots, il est assez atypique. Il était agronome, lui. Il était agronome, il est allé donner des conseils à Cuba, à Fidel Castro. Il avait une certaine tendresse au début pour le régime maoïste, même s'il en est revenu. Donc un homme de gauche, clairement. Et clairement de gauche, qui a été au PSU, qui a une tendresse pour la gauche. Mais le PSU, je rappelle que c'était le Parti Socialiste Unifié. C'était à la gauche du PS. Tout à fait. Avec Michel Rocard comme figure un peu tutélaire. Et lui va mener une campagne très atypique, bien qu'il soit très sérieux, puisqu'il aura établi son quartier général dans une péniche, il fera parfois campagne en calèche, et il marquera plus les esprits par ses mots que par son score. Donc on peut dire qu'au départ, en fait, l'écologie française, c'est le rejet de la croissance et du productivisme. C'est en fait ce que pense René Dumont. Oui. Et aussi le rejet du nucléaire, comme vous le dites dans le livre. Oui, ce sont vraiment deux fils conducteurs. D'abord, le rejet du productivisme, puisqu'on ne peut pas avoir pour eux une croissance infinie dans un monde fini. Et ça, ils vont s'en servir pour se distinguer aussi bien de la droite que de la gauche. Ouais. Et puis par ailleurs, c'est vrai que l'écologie, c'est aussi une écologie de combat, avant d'être une écologie des urnes. Et le fil rouge dans l'histoire écolo, c'est vraiment cette bataille contre l'énergie nucléaire qu'on retrouve dès les années 70, avant même la candidature de René Dumont, dans des endroits comme Fessenheim, et qu'on retrouvera ensuite à Malville ou encore aujourd'hui. Alors Cress-Malville, il faut rappeler, c'était en Isère, c'était la construction d'un nouveau réacteur. Tout à fait. Et il y a eu des manifestations violentes. Oui, alors en 76, il y a une manifestation plutôt bon enfant, et en 77, il y a un mort qui est Vital Michelon, et ça marque véritablement la fin d'une époque, la fin des années 70, et l'entrée dans une sorte de reflux dans les années d'hiver, comme l'appelle Félix Guattari. Voilà. Alors 74, donc premier candidat à la présidentielle. Il faut attendre 84 pour la création du parti Les Verts. Oui, ils ont un rapport très ambigu au pouvoir. Ils n'aiment pas les têtes qui dépassent. Et quand il y en a une qui dépasse, ils mettent beaucoup d'allant à la tranchée. Et par ailleurs, coupe les branches de l'arbre. Ils coupent les branches de l'arbre, c'est ça. Et par ailleurs, ils ont un rapport un peu ambigu au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils veulent participer, mais en même temps, ils ne veulent pas être un parti comme un autre. Ce qui fait que pendant 10 ans, ils vont construire ce qu'ils appellent des coalitions biodégradables. Je vous arrête parce que je pense que c'est Antoine Wechter qui était un des leaders du mouvement des Verts dans les années 80, 70-80. Il disait, lui, c'était ni droite ni gauche. Et finalement, on lui a répondu, mais finalement, c'est nulle part. Parce qu'en fait, à force de ne pas choisir entre la gauche et la droite, l'écologie politique française s'est perdue d'une certaine manière. Alors, c'est un peu le risque, mais il faut dire qu'au début, ils étaient plutôt attirés par ce qu'on appelle aujourd'hui l'autre gauche, la gauche alternative, le PSU dont on a parlé tout à l'heure.
Et Antoine Wechter, lui, arrive à prendre le pouvoir en 86 avec effectivement ce mot-là, le ni droite ni gauche, et l'écologie n'est pas à marier. Mais de manière un petit peu paradoxale, c'est quand même lui qui fait les premiers bons scores écolos et qui, en 1989, permet aux écologistes d'avoir leur premier député européen. Alors, bon score, il avait quand même fait 303,78% à la présidentielle en 88. Donc c'est pas beaucoup non plus. Hein. Non, c'est en 89 qu'ils arrivent à percer, aussi parce qu'ils sont dans un moment politique qui est plus à l'écologie, notamment au niveau international, et ils en tirent bénéfice. Ouais. Alors de René Dumont à aujourd'hui, quels seraient pour vous, c'est pas simple, les 2 ou 3, je dirais, temps forts de l'écologie politique en France? Qu'est-ce qui a marqué ces 45 ans? Il y a évidemment 1989 parce que c'est la première fois qu'ils ont des candidats, qu'ils ont des élus à une élection. Il y a la première campagne de Cohn-Bendit en 1999 quand il revient et qu'il fait un gros score. Et puis après, il y a évidemment les participations gouvernementales. C'est un gros score qui n'est pas à la présidentielle. C'est plutôt pour avoir des députés ou des élus régionaux. Européens, des députés européens. Parce qu'effectivement, les écolos font souvent des bons scores aux européennes, ils sèment, mais après, ils n'arrivent jamais à récolter au moment de la présidentielle. Comment est-ce que vous expliquez que les Verts n'ont jamais dépassé 5% à la présidentielle? Je crois que le meilleur score, c'est Noël Mamère avec 5,25% en 2002. Comment on explique que des résultats si faibles du mouvement écologiste? Mais ils ont un rapport assez ambigu avec le pouvoir, avec l'État, avec la nation. Et puis c'est un parti, comme on l'a dit tout à l'heure, coupeur de tête. On ne laisse pas vraiment les temps aux leaders de s'installer. Et puis je pense que les Français ne leur font pas encore crédit de pouvoir diriger le pays. Ils sont plus ou moins d'accord avec leurs idées, ce qui fait que les européennes qu'on peut qualifier de vote plaisir, de vote à la proportionnelle, ils ont des bons scores et après ils ont du mal à confirmer. On a évoqué le nucléaire tout à l'heure. Est-ce que cette question du nucléaire reste un facteur de division aujourd'hui entre les écologistes? Ah non, c'est au contraire, c'est le facteur, c'est cette lutte qui a un peu permis de rassembler tous les écolos et c'est vraiment un marqueur identitaire chez eux. Mais il y a des écologistes, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des écologistes de gauche et des écologistes de droite. Tous les écologistes ne sont pas contre le nucléaire. Il y a des écologistes de droite qui acceptent le nucléaire, non? Disons qu'aujourd'hui, dans la formation politique EELV, et quasiment tous ceux qui se réclament de l'écologie politique, il y a quand même un rejet du nucléaire. Alors, vous avez parlé de EELV, c'est Europe Écologie Les Verts. Oui, alors, ça, c'est un parti qui est créé en 2010, je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte d'original par rapport au Parti des Verts de 84? Alors, l'originalité, il y en a deux. C'est d'abord l'idée de faire un parti de masse, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas d'ouvrir les portes et les fenêtres et de faire rentrer, entre guillemets, des adhérents. C'est la grande idée de Daniel Cohn-Bendit. Et l'autre nouveauté, c'est de rassembler, entre guillemets, le peuple de l'écologie, c'est-à-dire de faire en sorte que le monde associatif et le monde politique se rencontrent, travaillent ensemble et aillent aux élections ensemble. Et on peut dire que ça a été à nouveau une occasion manquée? Alors, dans un premier temps, c'est une vraie réussite, puisqu'il tutoie le score du PS, et puis avec la candidature d'Eva Joly, derrière, il s'effondre. Alors, Eva Joly, il faut vous rappeler, elle était candidate en 2012, elle fait 2,31%, donc là, on retombe de haut. Oui, effectivement. Alors, on a l'impression, en tout cas pour les Français, que les écologistes, c'est d'abord et avant tout des rivalités sans fin entre des hommes et des femmes. Est-ce que c'est une réputation méritée? Oui, mais j'ai envie de dire, comme dans tous les partis politiques, ce qui change avec les Verts, c'est qu'on a accès aux arrière-cuisines. D'habitude, là où on fait la cuisine, ça n'est pas accessible. Et avec les Verts, on a vraiment accès à tout, et y compris à ces rivalités. Mais si on compare avec un autre parti, par exemple le PS, au moment du congrès de Reims, il a failli y avoir un procès entre les différents dirigeants. Les écologistes n'en sont jamais arrivés là. Alors vous le dites dans le livre, il n'y a pas eu de candidat écologiste en 2017. Est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle? Tout dépend du point de vue, il est peut-être un peu tôt pour le dire. Ça peut être vu comme une victoire idéologique, puisque comme ils auraient disséminé leurs idées partout, ils n'auraient pas besoin eux-mêmes d'avoir leur candidat. Ou ça peut être vu aussi comme une grosse défaite, parce que les écologistes n'étaient pas en mesure d'incarner l'écologie politique. Donc l'avenir dira ce qu'il en est. Alors justement, avant de parler de l'avenir, quand même un dernier mot sur le bilan de ces 45 ans de combat écologiste. Est-ce que vous diriez que c'est 45 ans de présence politique en France pour un résultat, finalement, pour pas grand-chose? Électoralement, le résultat est assez faible. Après, on peut dire qu'il y a une victoire culturelle et une défaite politique. Ouais. Alors justement, l'une des défaites politiques, c'est la démission de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, donc, qui a participé au premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous expliquez l'échec de Nicolas Hulot? Est-ce que c'est le poids des lobbies qui ont eu la peau finalement de Nicolas Hulot? Alors lui, c'est ce qu'il a dit. Disons que chez les écologistes, il y a toujours deux tendances. Il y a ceux qui pensent qu'il faut être au cœur du système pour le faire changer, et ceux qui pensent qu'au cœur du système, on est otage et qu'après tout, on n'est qu'une béquille et qu'on n'arrivera pas à faire dévier la trajectoire. Le pari de Nicolas Hulot, c'était qu'en étant au cœur,
il pourrait justement faire changer les choses. Et le poids des lobbies, sûrement, il en a parlé au moment de sa démission, mais plus globalement, il a aussi fait le constat que l'écologie n'était pas soluble dans le libéralisme et qu'il n'a pas réussi à convaincre Emmanuel Macron de changer de logiciel de pensée. Ouais. Alors, l'avenir de l'écologie, vous le voyez comment? Parce qu'on n'a jamais autant parlé d'écologie, mais on a l'impression que qu'on en parle beaucoup, de plus en plus, mais que les choses ne changent pas, ne bougent pas vraiment. Alors, pour les prédictions, les journalistes dont je fais partie, on est habitués à se tromper dans de larges proportions. Moi que les économistes. Ouais, ça se vaut. Mais disons que là, ce sera un bon test pour l'écologie politique. Beaucoup de candidats s'en réclament. Et si on prend le candidat qui vient de leur parti d'origine, Yannick Jadot, c'est pareil. On peut voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Puisque d'un côté, et pour la première fois, il est peut-être en capacité d'être en tête de cette gauche écolo, peut-être même devant Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, ils auraient le leadership sur cet espace-là, ce qui serait une vraie nouveauté. Ce qui veut dire qu'à nouveau, ils vont peut-être réussir aux élections européennes, mais pas aux élections nationales. Ça, c'est possible. Et en même temps, pardon, ce que je voulais dire, c'est que leur score, quand même, par rapport à 99 et 2009, par rapport à leur gros score, est quasiment divisé par deux. Donc ça dépend toujours de quel point de vue on regarde ce résultat. La mobilisation citoyenne, les marches des jeunes, c'est je dirais, un signe d'espoir pour l'écologie française et européenne, d'ailleurs. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est en plus une vraie nouveauté, parce que jusqu'ici, et ça je le raconte dans le livre, il y a eu des vraies bagarres à Fessenheim, à Malville, même dans le Larzac, mais c'était toujours lié à une cause et à une temporalité précise. Là, ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a une mobilisation pour la planète en soi. Et on voit effectivement que les jeunes générations sont particulièrement concernées, puisque dans 50 ans, elles vivront peut-être une forme de dégradation. Et les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir ne seront plus là. Oui, ça c'est le problème de l'écologie. C'est peut-être une partie du problème. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de l'écologie politique, de René Dumont à Nicolas Hulot aux éditions Latengo. Merci beaucoup. Merci à vous.